Analyse et prévention des risques chirurgicaux liés à la dépose d'une chimiothérapie in situ lors de la chirurgie des glioblastomes supratentoriels par Alexandre Roux de l'hôpital Sainte-Anne. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, je vous remercie de m'avoir fait l'immense honneur de venir présenter mon travail de thèse d'exercice de médecine, soutenu en 2018, et donc qui s'intitule Analyse et prévention des risques chirurgicaux liés à la dépose d'une chimiothérapie in situ lors de la chirurgie des glioblastomes supratentoriels. Je commencerai tout d'abord pour vous présenter mon conflit d'intérêt avec le laboratoire distribuant cette molécule de chimiothérapie. Le glioblastome reste la tumeur cérébrale primitive du système nerveux central, la plus fréquente et la plus agressive auquel nous sommes confrontés en pratique clinique quotidienne. Le neurochirurgien tient une place centrale et systématique puisqu'il délivre un premier traitement neurochirurgical qui a pour trois objectifs principaux. Tout d'abord, symptomatique, en permettant une amélioration des symptômes dont peuvent souffrir les patients, en particulier le contrôle épileptique, le contrôle de la pression intracrânienne ou encore la préservation de la fonction neurologique. Par ailleurs, en délivrant le traitement neurochirurgical, des prélèvements vont être envoyés en anatomopathologie, vont permettre un diagnostic histomoléculaire afin de pouvoir mieux caractériser cette maladie. Et enfin, un bénéfice oncologique sur la survie globale et sans progression, que ce soit à l'initiale comme à la récidive, puisqu'il existe une corrélation positive entre l'étendue de résection neurochirurgicale et la survie pour nos patients. Une option thérapeutique est disponible depuis plusieurs années maintenant, une chimiothérapie intracérébrale, in situ, déposée au sein de la cavité opératoire. Il s'agit d'un plan de carbustine, agent de chimiothérapie de type alkylant, que l'on dépose donc après l'exérèse macroscopiquement complète de la lésion visible. Cependant, on peut constater qu'en France, il existe une disparité d'utilisation de ces implants entre les services de neurochirurgie, au motif double, j'allais dire, puisque certains neurochirurgiens doutent sur le bénéfice apporté par ces traitements, par cette molécule, et d'autres suggèrent une augmentation de la morbidité, ou en tout cas un constat qu'ils ont pu faire au sein de leur pratique. Une étude française, nationale, multicentrique, coordonnée par le professeur Joël Pallu du GHU Paris Hôpital Sainte-Anne, a pu démontrer que ces traitements apportaient un bénéfice réel sur la survie des patients, sur le plan oncologique, mais effectivement pouvaient conduire à une augmentation du risque d'infection de site opératoire. Enfin, après l'administration de ces traitements, un protocole de radiochimiothérapie concomitante de type STUP, suivi de thémozoloïde adjuvant, est administré de façon quasi systématique. Vous avez ici une représentation d'implantation de carbustine. Il s'agit d'une patiente de 66 ans, porteuse d'un glioblastome supratentoriel, par éctodoxybite à droit, révélée par des troubles visuels, pour lequel une exérèse macroscopiquement complète de la prise de contraste et des éléments nécrotiques a pu être réalisée, puis une implantation de pastilles de chimiothérapie au sein de la cavité opératoire, après une hémostase soigneuse, et une stabilisation de ces implants par la position de couches de cellulose hémostatique résorbale, et une stabilisation de la structure par la position de colle biologique. L'objectif de ce travail de thèse était double, puisque d'une part, nous avions souhaité pouvoir évaluer le profil de tolérance et la qualité de vie des patients qui ont pu bénéficier d'une implantation de carbustine à partir de l'expérience monocentrique du centre hospitalier Sainte-Anne à Paris, mais également à la demande de la Société française de neurochirurgie et sous l'égide du club de neuro-oncologie, l'établissement de recommandation nationale française, afin d'homogénéiser les pratiques. Donc voici le premier travail que nous avons réalisé relatant l'expérience du GHU Paris Hôpital Sainte-Anne en collaboration avec l'Institut Gustave Roussy, qui est notre partenaire principal pour la réalisation du traitement neuro-oncologique médical et de radiothérapie. Donc il s'agit d'un travail de cohorte monocentrique consécutive, incluant 340 patients adultes porteurs d'un glioblastome hémisphérique supratentoriel nouvellement diagnostiqué, c'est-à-dire à l'initiale, et non à la récidive, prise en charge entre 2005 et 2015 dans notre institution. Ils ont tous pu bénéficier d'un traitement neurochirurgical oncologique premier à type d'exérèse. Deux groupes ont été constitués, un groupe standard, qui n'ont pas pu bénéficier d'implantation de carbustine, et un groupe implantation de carbustine, qui était un groupe donc expérimental, 123 patients dans ce dernier. En ce qui concerne le résultat sur la morbidité périopératoire, nous avons pu constater donc un chiffre atteignant 16,2%, toutes complications confondues, sans différence statistiquement significative entre les différents types de complications survenues, à savoir l'hématome et une reprise chirurgicale, un déficit neurologique surajouté dans l'intervention, des crises d'épilepsie post-opératoires ou encore des infections site-opératoires. En ce qui concerne nos analyses multivariées, nous avons pu constater que l'implantation de carbustine
n'augmentait pas le taux de complications post-opératoires dans notre expérience, y compris celles de nature infectieuse, ce qui différait de l'étude nationale multicentrique française Castorone. Et ceci a pu suggérer, et c'était d'ailleurs déjà suggéré dans l'étude Castorone, une disparité en termes de morbidité entre les centres pratiquant cette implantation. Nous avons pu constater également que l'implantation de caramustine n'interférait pas avec les traitements oncologiques adjuvants, à savoir le bon déroulement de la radiochimiothérapie concomitante, mais également du nombre de cures de thémozolamide adjuvant administrées dans le cadre du protocole de Stupp. Enfin, la morbidité post-opératoire survenant lors de la réalisation de traitements oncologiques adjuvants n'était pas significativement augmentée, ce qui suggère une sécurité d'utilisation et une synergie entre ces différents traitements. Enfin, ce traitement n'altérait pas l'indépendance fonctionnelle des patients, post-opératoire bien sûr, à partir de l'analyse de l'échelle de Karnofsky que nous avons pu effectuer chez ces patients. Ceci suggérant ainsi une préservation de la qualité de vie. Nos conclusions étaient que ce traitement pourrait apporter un bénéfice réel sans augmentation statistiquement significative de la morbidité, mais cela nécessite une certaine maîtrise de l'implantation de pratique neurochirurgicale. Nous avons pu suggérer peut-être que, comme les équipes anglo-saxonnes, qu'elles pourraient peut-être relever de certains centres experts, en tout cas qui ont une pratique régulière de cette implantation. Reste encore à définir ce que c'est qu'un centre expert ou un chirurgien expert. Donc ceci a amené finalement à la réalisation de ce deuxième travail qui nous a été demandé à la demande de la Société française de neurochirurgie, qui a été réalisée sous l'égide du Club de neuro-oncologie, qui est constitué d'experts en neuro-oncologie chirurgicale, membres de la Société française de neurochirurgie, donc qui ont encadré ce travail. Il s'agit d'une revue de la littérature concernant l'implantation de caramustine avec une évaluation du niveau de preuve et du grade de recommandation en suivant les critères de la Haute Autorité de Santé française. Nous avons donc évalué le profil de tolérance de ce traitement, à savoir la morbidité imputable à ce dernier, mais également la compatibilité avec les traitements oncologiques adjuvants et l'indépendance fonctionnelle et ou la qualité de vie lorsqu'elle a pu être évaluée chez les patients. L'objectif principal de ce travail a été d'établir des recommandations nationales sous égide de la Société française de neurochirurgie et validées par les experts. Nos principaux résultats concernant cette analyse de la littérature a été que le profil de tolérance était plutôt bon, même s'il existait effectivement une disparité en termes de morbidité, en particulier d'écoulement de liquide cérébrospinal, conduisant donc à des complications infectieuses en post-opératoire, et ceci suggère une expérience probablement différente entre les centres qui pratiquent cette implantation de caramustine. Par ailleurs, et ça c'est le fait nouveau et très intéressant, il semblerait exister une véritable synergie entre les traitements, c'est-à-dire entre l'implantation de caramustine et la réalisation d'un protocole de radiochimiothérapie concomitante de type Stupp. C'est par ailleurs, un essai clinique nord-américain est en cours et nous donnera la réponse à cette question qui est principale, c'est le réel bénéfice à l'heure du protocole Stupp en ce qui concerne la survie globale des patients. Donc un essai prospectif vigilant nord-américain dont on aura les résultats malheureusement qu'en 2024. En ce qui concerne la préservation de la qualité de vie des patients, nous avons pu constater que cette dernière était bien effective puisque l'implantation de caramustine permettait une survie statistiquement significativement prolongée chez les patients sans altération de l'indépendance fonctionnelle et sans augmentation significative de la morbidité quand on tient compte de l'ensemble de la littérature. Mais cependant, et c'était la conclusion des experts qui ont encadré ce travail, il faut respecter certaines règles de bonne pratique, en particulier au bloc opératoire. Et tout d'abord, concernant les recommandations d'implantation, puisqu'elles doivent être effectivement mieux définies au sein de la communauté neurochirurgicale française, et nous avons pu établir les recommandations suivantes. Tout d'abord, réserver cette implantation aux patients porteurs d'un glioblastome supratentoriel et initial lorsque l'exérèse neurochirurgicale peut emporter plus de 90% de la prise de contraste, mais également des éléments nécrotiques, mais également dans les gliomes de moins haut grade de malignité, les gliomes anaplasiques, dits de grade 3, lorsque l'exérèse là encore emporte plus de 90% de la prise de contraste. En particulier pour les glioblastomes-like, c'est-à-dire les gliomes anaplasiques dont l'aspect radiologique est évocateur d'un glioblastome, c'est-à-dire avec une prise de contraste annulaire et un élément nécrotique, et à non recommander pour les aspects plutôt de glial de bas grade, c'est-à-dire avec des prises de contraste plutôt punctiformes et ou nodulaires. À la récidive, même constat, à la différence qu'il semblerait que les patients bénéficient plus facilement de ce traitement et avec une survie globale qui semble être plus intéressante et statistiquement significative dans la littérature chez les sous-groupes de patients portant un glioblastome avec une méthylation du statut MGMT qui sensibilise aux agents alkylants, qui est la caramustine. À discuter au cas par cas pour les patients qui n'ont pas ce statut de méthylation retrouvé, car ces derniers pourraient peut-être mieux bénéficier d'un essai clinique évaluant un traitement de chimiothérapie à la récidive.
En ce qui concerne certaines exigences et points clés sur les pratiques cliniques et au bloc opératoire, il est indispensable de pouvoir obtenir le consentement éclairé du patient, en partie lié au fait que ce traitement de chimiothérapie intracérébrale peut les exclure des essais cliniques actuels en cours. Par ailleurs, l'implantation de thymusine exige la réalisation d'un examen extemporané des neuropathologies pour confirmer la nature gliale de haut grade, ce qui n'est pas possible dans tous les services de neurochirurgie. À la récidive, on en a parlé, la nécessité de connaître le statut de MGMT avant de pouvoir proposer ce traitement aux patients, bien évidemment. D'optimiser l'étendue de résection neurochirurgicale à l'aide de la technologie disponible au bloc opératoire, que ce soit la neuronavigation, l'échographie péropératoire, la fluorescence in situ, ou encore la réalisation d'une cartographie fonctionnelle péropératoire en conditions élevées. L'ouverture ventriculaire, qui a été longtemps une contre-indication historique de l'implantation de carmustine, et a été finalement décrite par les experts membres du club de neuro-oncologie de la Société française comme finalement une contre-indication qui est réservée uniquement aux ouvertures ventriculaires larges, avec un risque de migration d'implant et donc d'hydrocéphalie obstructive. L'ouverture ventriculaire légère et modérée, elle, peut être tout à fait comblée par une plastie ventriculaire à l'aide de cellulose absorbable et la position de colle biologique. Par ailleurs, il est indispensable, comme je vous l'ai montré en introduction, d'obtenir une hémostase soigneuse et de stabiliser ces implants par différents procédés. Et, j'allais dire, la notion la plus importante sur laquelle ont beaucoup insisté les experts en neuro-oncologie chirurgicale était l'obtention d'une étanchéité durable, optimale, afin de diminuer le risque d'écoulement de liquide cérébrospinal cicatriciel qui conduisent indéniablement à l'apparition d'une infection de site opératoire. Ceci en réalisant une plastie biologique et ou synthétique si nécessaire, et la position de colle biologique sur la cavité durale. Enfin, un protocole de corticothérapie péropératoire est indispensable et systématique, et avec une décroissance plus progressive qu'en l'absence d'implantation de thymusine. Voilà, en conclusion de ce travail, nous avons pu constater que l'implantation de carmustine n'augmentait pas significativement les complications post-opératoires survenant chez les patients porteurs de glioblastomes supratentoriels, qu'elle avait un véritable bénéfice sur la survie des patients, et par ailleurs qu'elle pouvait préserver, de par l'association de ces deux critères, leur qualité de vie. Ces éléments ont été validés par des membres du club de neuro-oncologie de la Société française de neurochirurgie et ont permis d'établir des recommandations nationales qui sont finalement les mêmes que celles des recommandations de nos collègues neuro-oncologues médicaux de l'association ANOCEF, l'association des neuro-oncologues d'expression française. La suite de ce travail est la réalisation d'une étude nationale que nous allons débuter prochainement afin de questionner les différentes équipes neurochirurgicales françaises pour savoir si leurs pratiques ont évolué à partir de l'établissement de ces nouvelles recommandations. Enfin, quelques mots sur l'avenir de ces chimiothérapies intracérébrales in situ. Une étude récente vient de publier des résultats très impressionnants sur des doubles implants de chimiothérapie carmustine, comme ceux présentés dans ce travail, associés à du thémozolamide, avec des résultats, donc, comme je l'ai dit, très impressionnants sur des modèles de rein. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je voudrais remercier le président de la commission de chirurgie pour sa réponse. Merci pour votre belle présentation. Dans cette revue générale qui a été faite, sur laquelle vous êtes basé, il y a des essais randomisés ou c'est simplement ce que vous aviez fait au départ, des séries comparatives? Est-ce qu'il y a des essais randomisés avec cette technique? Tout à fait, monsieur. Donc il y avait 4 essais cliniques randomisés évaluant l'implantation de carmustine. Mais le principal écueil de cela, c'est que cette implantation a été évaluée avant l'ère du protocole de Stupp, qui est le traitement oncologique de référence qui est maintenant utilisé. C'est-à-dire qu'on a une preuve d'efficacité dans ces essais cliniques randomisés de phase 3 chez ces patients, sur des grosses séries, plus 120 patients implantés pour la plus grosse étude, mais à une ère où on ne pratiquait que de la radiothérapie adjuvante à l'exérèse neurochirurgicale et pas de la radiochimiothérapie concomitante avec des cures de thémozolamide. Donc finalement, on n'a plus de référentiel à l'heure actuelle, d'où la nécessité de ce traitement, de cet essai clinique randomisé nord-américain qui est alors actuellement en cours depuis 2017. Et quand vous faites cette technique, vous diminuez les doses de radiothérapie ou vous laissez la radiothérapie, vous ne changez rien du protocole habituel? C'est simplement l'ajout de pastilles de carmustine, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. La seule différence thérapeutique serait le protocole de corticothérapie post-opératoire, avec un sauvage qui se fait beaucoup plus progressivement, parce que l'efficacité probable de la carmustine, la diffusion de la carmustine au sein du parenchyme cérébral, peut créer des réactions édémateuses si on sert trop vite la corticothérapie. Jacques Philippon. Merci, Monsieur le Président. J'ai été évidemment très intéressé par cette communication qui souligne, s'il en était besoin, l'effroyable pronostic de gliome cérébral.
J'ai une double question. Je crois qu'à la première, vous avez partiellement répondu. Est-ce qu'il y a du résultat variable selon le type histologique du gliome? Je crois que vous l'avez évoqué avec les gliomes anaplésiques. C'est ma première question. Et la deuxième question, est-ce que vous pouvez être amené, s'il y a une récidive, ce qui est toujours le cas, à refaire une implantation? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il ne serait pas parfois raisonnable, comme on a eu une communication d'ailleurs de mon compagnie il y a quelques mois, de faire une chimiothérapie par voie générale avec ouverture temporaire de la barrière hémato-encéphalique au niveau de la tumeur? Je vous remercie pour votre question qui est très intéressante. Parce qu'effectivement, sur la première, je pense avoir partiellement répondu. Alors, à l'heure actuelle, donc, pour y répondre très brièvement, donc, sur les glioblastomies DH wild type, nous avons un bénéfice nettement significatif et l'implantation de caramucine est recommandée à l'initiale comme à la récidive. À la récidive, elle dépend du statut de méthylation de MGMT. Et effectivement, lorsque ce dernier est méthylé, il vaut mieux réaliser une implantation. Quand ce n'est pas le cas, le bénéfice est rarement significatif dans la littérature. Donc c'est la nouveauté, on va dire, sur la prise en charge actuelle. En ce qui concerne les gliomes anaplésiques, on a très peu de données dans la littérature. Ce sont des tumeurs qui sont beaucoup moins fréquentes chez les sujets jeunes, dont on n'envisage pas l'implantation de caramucine, dont elle est très peu réalisée, on n'a pas de résultats significatifs dans la littérature et disponible, et en tout cas aucun essai clinique randomisé à ce jour. Donc je ne pourrais pas répondre officiellement, mais en tout cas, les neurochirurgiens français ont été prudents vis-à-vis de cette application-là. Sur les gliomes anaplésiques en particulier, donc ceux qui ont un aspect réel de Bacrane avec une prise de contraste, donc punctiforme et nodulaire, un peu fine. Merci, Marie-Jeannette Bousser. Merci pour votre exposé. Je reviens un tout petit peu sur la première question. La première étude que vous nous avez montrée, donc, n'était pas randomisée. Celle que vous avez pratiquée à Sainte-Anne. Tout à fait d'accord. D'accord. Et l'étude américaine qui est prévue, est-ce qu'il est prévu une évaluation en aveugle, au moins des critères souples, c'est-à-dire de tout ce qui est conséquences fonctionnelles? Évidemment, sur le critère de mortalité, c'est un critère dur, il n'y a pas trop besoin d'être en aveugle. Mais surtout les critères fonctionnels qui sont quand même aussi extrêmement importants dans les glioblastomes, et pas uniquement la durée de vie. Comment c'est prévu dans le protocole? Et j'aurais une autre question. Pourquoi le domaine de la caramucine, ça faciliterait l'écoulement des liquide? Merci pour vos questions. Donc, pour la première, non, malheureusement, l'étude n'est pas randomisée en double aveugle, comme vous le suggérez. Elle peut ne pas être randomisée en double aveugle, mais qu'il y ait une évaluation aveugle de tous les critères, encore une fois, les critères souples. C'est ce qu'on fait quand c'est un peu difficile de réaliser un véritable double aveugle. Malheureusement, non, pas dans cette étude. C'est pas ce qui est prévu dans l'article qui est cité dans ce travail. Ils ont décrit donc, le protocole de leur essai clinique et malheureusement ce n'est pas prévu. Je pense essentiellement lié au fait que c'est une étude qui va avoir un long suivi. Il y a beaucoup de centres qui participent. Je crois qu'il y a 30 centres ou 33 centres nord-américains. Je ne suis pas sûr qu'ils aient pu s'organiser pour pouvoir avoir peut-être sur des difficultés locales ou institutionnelles, je ne sais pas. Et pour votre deuxième question sur le risque d'écoulement cérébrospinal qui peut être favorisé. Alors ça, c'est un constat qu'on a retrouvé d'ailleurs dans un essai, le premier essai clinique randomisé de phase 3 qui évalue la caramucine. C'était la seule complication qui ressortait significativement. Et finalement, on s'est rendu compte que les patients, et je revenais sur le cas de la corticothérapie surtout post-opératoire, que les patients avaient des réactions édémateuses liées à l'implantation de caramucine avec un tableau clinique d'hypertension intracrânienne, et on sait qu'une étanchéité neurale ne se fait pas tout de suite. Et donc, le temps que la diffusivité et l'efficacité de la chimiothérapie, elle se fait essentiellement la première semaine après l'implantation, donc pendant que le patient est hospitalisé. Si on sèvre trop vite la corticothérapie, on n'agit pas sur la réaction édémateuse du parenchyme cérébral qui va favoriser la poussée des cérébrospinales vers l'orifice de sortie qui va être la zone cicatricielle. Je ne sais pas si je me suis suffisamment... Oui, votre explication est très claire. Je me demandais dans l'étude américaine en question comment c'est envisagé. Donc c'est au cas par cas qu'on va choisir la dose de corticothérapie ou bien il va y avoir une randomisation avec des sous-groupes en fonction de la dose de corticothérapie. Malheureusement, c'est à l'appréciation de l'équipe neurochirurgicale des protocoles institutionnels et c'est malheureusement ce qu'on n'a pas pu conclure nous non plus dans notre travail français sur un protocole strict parce qu'il diffère énormément en fonction des services. Il y a de nombreuses écoles neurochirurgicales en France qui ont chacune leur protocole, leur molécule de corticothérapie. C'était impossible de pouvoir trancher, même auprès des experts français. Et donc on est convenu simplement à recommander, ils en sont venus, essentiellement à recommander une décroissance très progressive et sans pouvoir s'accorder sur les différentes autres modalités. Merci. Jacques Milliez. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je suis idiot.
et surtout ignorant, mais j'ignore la carmustine. Pouvez-vous me décrire la carmustine En 3 mots, difficile. Alors, c'est un agent de chimiothérapie de type alkylant qui va agir de façon générale, que ce soit en par voie veineuse ou. Quelle chimiothérapie? Quelle est cette carmustine? C'est quoi cette molécule? Cette carmustine, c'est quoi? Alkylant, les agents alkylants, je ne sais pas si. Enfin, pour moi, c'est la famille de chimiothérapie, justement. Mais alkylant, c'est ça? Alkylant, oui, tout à fait. Agents alkylants qui vont alkyler l'ADN et vont ainsi bloquer le cycle cellulaire et entraîner une apoptose des cellules tumorales. C'est leur fonction oncologique. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, alors à nouveau bravo.